Alors, bonjour chers étudiants et étudiantes. Nous allons continuer dans cette capsule à parler de la croissance économique. Nous allons plus particulièrement parler des théories de la croissance et de l'apport des précurseurs. Les auteurs qui se sont intéressés à la théorie de la croissance sont d'abord Adam Smith, ensuite Thomas Malthus, puis David Ricardo, et enfin Karl Marx. Ce sont les précurseurs, c'est-à-dire ce sont les premiers économistes à avoir traité de manière directe ou indirecte de la question de la croissance économique. Alors, Adam Smith, en parlant de la théorie de la croissance économique tout court, va insister sur un élément important qu'il a développé dans le cadre de sa théorie des avantages absolus, c'est-à-dire la théorie du libre-échange. La division du travail à l'échelle nationale, mais également à l'échelle internationale dans la pensée de Adam Smith, est importante parce qu'elle nous fait gagner en termes de productivité. Et de ce fait, pour Adam Smith, la division du travail devient un facteur, une source de la croissance. En plus de cette division du travail, il y a un second élément qui est attaché au premier, à savoir la participation de l'économie ou du pays dans le commerce international, dans le libre-échange. L'idée est que plus on participe dans le libre-échange, plus on va gagner et donc plus la richesse du pays va augmenter et donc il y aura plus de croissance. Il faut rappeler que les deux éléments, division du travail et participation dans le commerce international, sont liés parce que c'est justement en utilisant cette division du travail que Adam Smith va justifier sa théorie du libre-échange et donc sa théorie des avantages absolus. La croissance, dans la pensée d'Adam Smith, est potentiellement illimitée. Ça veut dire qu'on peut toujours aspirer à faire augmenter la richesse du pays encore plus. Mais à condition, Adam Smith, il pose une condition pour que la croissance soit potentiellement illimitée. La première, c'est qu'il n'y a pas de limite pour la division du travail. Cela veut dire chaque nouvelle tâche, on peut encore la diviser. Et chaque fraction, on peut encore la diviser et ainsi de suite. Et donc plus on a la possibilité de diviser les tâches, de se spécialiser davantage, plus on a la possibilité de faire augmenter la richesse et donc d'avoir une croissance
illimité. Mais il y a également un autre élément. La division du travail, on doit l'étendre, on doit pouvoir la développer davantage, mais également on doit étendre les mécanismes de marché. C'est-à-dire que les activités économiques doivent être régies par la loi du marché, en particulier le modèle de la concurrence pure et parfaite. Pour David Ricardo, ou plutôt Malthus, Malthus a une vision plutôt pessimiste. Il pense que la croissance est limitée à cause de la démographie galopante. En fait, à l'époque de Malthus, c'était encore avant la révolution industrielle et l'activité économique principale, c'était le secteur agricole. Et dans la vision de Malthus, la situation de l'économie est dominée par deux lois. Et entre ces deux lois, il y a un décalage. La première loi, c'est la loi de la progression ou de la progression arithmétique des subsistances. Cela veut dire que la production agricole augmente, mais de façon arithmétique, suivant une suite arithmétique. Par contre, la population, qui est l'ensemble des consommateurs de la production agricole, croît selon plutôt une suite géométrique. On sait que la suite géométrique, elle augmente plus vite que la suite arithmétique. C'est pour cela que la croissance sera limitée, parce que l'activité agricole ne pourra pas subvenir aux besoins de toute la population. Étant pessimiste, il va proposer un petit peu des solutions noires pour sortir de cette crise, de cette situation. Eh bien, il préconise la mortalité, la baisse de la natalité, le célibat, etc. C'est-à-dire toutes les propositions qui vont dans le sens du freinage de l'accroissement de la population. David Ricardo va s'intéresser ou plutôt va s'appuyer sur la notion de rendement décroissant pour nous donner son point de vue sur la croissance économique. Il faut remarquer que dès le départ, pour lui, la croissance est limitée parce qu'il y a une loi, la loi des rendements décroissants. Vous l'avez certainement vu au niveau des cours de microéconomie, la productivité du travail est décroissante, la productivité du capital est décroissante, etc. C'est de cette loi-là qu'on est en train de parler. Pour plus de précision, David Ricardo nous dit que la valeur ajoutée se répartit en trois agents économiques. C'est-à-dire le fruit d'un projet économique se répartit entre trois catégories d'agents. Il y a le propriétaire foncier qui récupère la rente foncière. Il y a le salarié qui touche le salaire, c'est un salaire de subsistance, et le capital
ou le capitaliste qui, lui, va prendre le profit. Et Ricardo nous fait remarquer que ce profit, il est résiduel. C'est-à-dire, il intervient une fois que la rente est donnée aux propriétaires fonciers, que le salaire est donné à l'ouvrier, ce qui reste va revenir au capital. Expliquer son point de vue, Ricardo nous propose un cheminement logique qui est représenté dans cette figure. Lorsque la population augmente ou s'accroît, cela va demander l'augmentation de la production agricole. En conséquence, les nouvelles terres qui seront mises en culture sont de moins en moins fertiles parce que nous avons besoin d'augmenter la production agricole, nous avons besoin d'exploiter de nouvelles terres. Et ces nouvelles terres sont moins fertiles que les premières terres qu'on exploite déjà. Du coup, ça va faire augmenter les coûts. Une fois que les coûts, parce que les terres moins fertiles vont demander plus de travail, plus d'investissement, donc plus de coûts. Quand les coûts s'élèvent, ça va augmenter les salaires, parce que le travailleur va fournir beaucoup plus. Donc le salaire va augmenter. La rente foncière, elle aussi, va augmenter, parce qu'il y a une forte demande sur les terres, et donc, comme l'offre est faible par rapport à la demande, automatiquement, cette nouvelle terre, le prix de leur loyer vont augmenter. C'est la rente foncière qui augmente. En conséquence, du moment que le capital est le résidu, c'est-à-dire qu'il est résiduel, il intervient une fois que le salarié touche son salaire, que le propriétaire foncier touche sa rente. Ce qui reste revient au capital. Et ce qui reste devient de moins en moins important. Si le salaire augmente et la rente augmente, c'est au dépend du profit qui revient au capitaliste. En conséquence, il viendra un moment où les capitalistes ne seront pas incités à investir dans l'agriculture. Et dans ce cas de figure, la production agricole va cesser de croître, va cesser d'augmenter. Et à ce stade, Ricardo nous dit que l'économie va atteindre son état stationnaire. Et donc, c'est la limite de la croissance économique chez David Ricardo. Ricardo va quand même nous donner une lueur d'espoir. C'est que pour lui, il est possible de retarder cette situation, de la faire reculer un petit peu plus loin, par deux moyens. D'abord, l'augmentation des gains de productivité dans l'agriculture grâce au progrès technique. Et puis, il encourage la participation des économies des pays dans le commerce international. La théorie des avantages comparatifs de David Ricardo. Par ces deux moyens, il est possible pour Ricardo de retarder l'état stationnaire et donc de pouvoir encore augmenter
la production agricole. Alors pour Karl Marx, il va nous proposer ses idées de la façon suivante, en insistant sur l'idée de la destruction du capitalisme. Notons que Karl Marx est l'un des premiers à avoir proposé un modèle de croissance, un modèle formel, ce qui est exceptionnel pour son époque. Deuxièmement, la croissance dans la pensée marxiste est limitée parce que le mode de production capitaliste lui-même contient ou renferme les raisons pour que la croissance soit limitée. Cette raison, c'est la baisse tendancielle des taux de profit du capital. Pour mieux expliquer cette idée, Karl Marx nous propose le cheminement logique suivant. La première des choses pour Karl Marx, c'est que le capital, ou les capitalistes de manière générale, sont à la recherche d'une plus-value encore plus importante. Cette plus-value, elle est acquise au détriment des ouvriers. D'abord, c'est la plus-value qui est créée par la main-d'œuvre, qui est spoliée par le capital. Et en plus, le capital accorde des salaires trop bas aux ouvriers, ce qu'on appelle les salaires de subsistance. C'est le premier élément. Deuxième élément sur lequel insiste Karl Marx, c'est la nature concurrentielle du marché dans lequel opèrent les capitalistes. Cette concurrence rude fait que les profits vont se réduire. D'un côté, on cherche à gagner, à trouver encore des plus-values plus importantes au détriment des ouvriers. Et de l'autre côté, nous avons la concurrence qui réduit les marges de profit. Et puis, la surexploitation de la main-d'œuvre va finir par son appauvrissement, la paupérisation de la main-d'œuvre ou des ouvriers, qui constituent en principe les consommateurs des produits fabriqués par les entreprises capitalistes. Et donc, face à cette situation, à ces trois éléments, on va vers une situation de blocage. Concurrence qui réduit les marges de profit, surexploitation de la main-d'œuvre qui va finir par l'appauvrir davantage. En fin de compte, le système capitaliste va se trouver dans une situation de blocage. Il ne pourra plus se développer. C'est la crise. Et quand on dit crise, ça veut dire stop à la croissance. C'est la limite de la croissance. Merci pour votre attention et à la prochaine capsule.